Lucille, autrice, compositrice et interprète du projet Lux Montes. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 7. Je suis également membre du collectif de management de projets féminins Une Fois. Je suis aussi la fondatrice de l'association Elles en ont, qui mène actuellement un projet de podcast qui a pour objectif de réunir et d'entendre les témoignages de femmes musiciennes. Et enfin, je suis coach scénique à mes heures. C'est intéressant, quand tu m'as proposé de participer au podcast, je me suis un peu cassé la tête. Évidemment, il y a toujours plein de morceaux qui nous marquent. Mais je me suis dit, quel morceau vraiment a fait sens aussi, moi, dans mon parcours d'artiste. Qu'est-ce qui a fait ce petit déclic Et je sais pas, j'ai eu une révélation. J'ai entendu le morceau de Pluto de Björk résonner dans ma tête. Et donc, c'est Pluto, c'est un morceau qui fait partie de son album Homogénique, qui est sorti en 1997. C'est assez dingue parce que je m'en souviens très bien. En fait, j'étais adolescente à l'époque et je fais partie d'une famille qui écoute majoritairement de la musique populaire, variété. Et j'ai une amie qui me dit « Oh, au fait, tiens, écoute ça. » Et pour moi, c'était comme si, en fait, j'étais sur une autre planète, quoi. Pluton, quoi. Donc ça tombait bien, ce morceau, j'ai trouvé littéralement hallucinant. En fait, ça bouleversait vraiment ma vision de la musique, en fait. Ça a ouvert plein de portes, quoi. Et alors, c'est un morceau particulier parce que il y a pas forcément de mélodie, en fait. L'instrumental est assez minimaliste, je dirais presque indus. Il y a comme un bruit de machine, une machine qui serait restée bloquée, en fait, et qui reste comme ça en bug. Mais qui fait quand même une légère mélodie. Hein. Si on écoute, si on décode le bruit de cette machine, il y a quelques notes quand même. Ça fait un... Donc il y a toute ce bruit de machine qui arrive à certains moments, donc qui est là, omniprésent, des fois qui laisse place à un beat un peu plus électro, plus conventionnel, et qui revient par moments, en fait. Et il y a cette omniprésence, en fait, de la machine, et dessus cette voix de Björk qui est hyper animale, une voix guerrière, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a sidérée, c'est qu'il y avait une sorte de simplicité, en fait, dans ce morceau, un truc hyper direct. Et elle commence par, d'ailleurs, les paroles sont assez... Il y a un peu d'ironie, je trouve, dans cette chanson, parce qu'elle commence en disant... En gros, excuse-moi, mais j'ai juste besoin d'exploser, quoi. Et on la sent sur le fil et presque retenue par cette machine derrière, parce qu'en fait, la machine, il y a pas de... Le son reste continu. Il y a très peu de mélodie, il y a une petite nappe, à un moment, qui vient derrière, mais avec un son super bizarre, limite, qui met un peu mal à l'aise. On a l'impression d'être dans un film de David Lynch. Et juste cette voix qui sature dessus, quoi. Et donc, c'est elle qui vient mettre de l'intensité dans son chant. Et le moment dans cette chanson qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la fin, en fait. Elle part dans une vocalise qui fait... et qui se répète comme ça. Et après, elle monte... Et ça continue, et ça continue, ça continue. Et il y a un effet de distorsion sur sa voix, une saturation, en fait. C'est drôle parce que quand j'ai réécouté le morceau, je me suis rendu compte que j'avais fantasmé, en fait, une mélodie qui n'existait pas vraiment. Dans mon esprit, en fait, cette mélodie ne s'arrêtait pas. Elle continuait à monter, monter, monter à l'infini. Et je pense que c'est lié au fait que comme il y a une saturation sur sa voix,
elle chante sur une tonalité, mais on l'entend aussi à l'octave en fait. On l'entend à l'octave du dessus, plus aigu. Et donc il y a ce switch à chaque fois en fait sur une même phrase qui fait que c'est perturbant. Et dans mon esprit, je croyais qu'elle allait beaucoup plus haut, quoi, qu'elle allait vraiment dans des suraigus jusqu'à ne plus pouvoir chanter. C'est comme une transe en fait, un truc qui pourrait ne jamais s'arrêter. Hyper libérateur en fait. Elle s'excuse de vouloir exploser, mais en même temps elle s'impose en fait. Elle donne pas le choix. Il y a très peu de paroles, mais c'est très direct et en même temps je trouve que c'est très beau. Elle dit qu'après avoir explosé, elle renaîtra toute neuve en fait. Demain je serai toute neuve, brand new tomorrow, un peu fatiguée, mais totalement fraîche, neuve quoi. Et c'est aussi l'idée de se dire qu'il y a la possibilité, je pense, en tant qu'être humain, de changer, de s'autoriser au changement et de faire tabula rasa. Et dire, ok, j'ai décidé, là, je peux assumer aussi certaines facettes de ce que je suis. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire en tant qu'artiste. Je pense que c'est pas toujours évident, mais d'aller écouter vraiment une voix profonde et de l'assumer, de la mettre à jour, quoi. C'est comme si elle avait ouvert une toute petite porte qui était un peu cachée, quoi, et qui me donnait l'autorisation. Je disais, mais en fait, on peut faire tout ça, quoi. On peut faire tout ça. Et il y a plein de morceaux beaucoup plus subversifs que ce morceau-là, en fait, en soi. Voilà, ça reste de la pop. C'est vraiment l'album qui fait switch, en fait, entre la Björk très pop, un peu dance même, et ensuite qui part dans des choses plus sombres, beaucoup de voix qui s'entremêlent, des instruments moins conventionnels. Et voilà, c'était comme si on me donnait l'autorisation, on me disait, mais ça c'est possible, on peut faire ça, quoi. Et du coup, à ce moment-là, t'en as fait quoi de cette autorisation ? Ce que ça a permis, en fait, cette chanson et d'autres, hein, parce que voilà, c'était un tout, mais c'est... J'aimais beaucoup chanter, je chantonnais et tout ça. Mais en fait, ça m'a mis dans un curseur un peu expérimental, en fait, dans ma manière d'envisager la musique. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai écouté plein de choses. En fait, j'ai vraiment été active dans ce que je souhaitais écouter. Et j'ai déroulé, du coup, comme ça, plein de projets, beaucoup de projets féminins, en fait. Je crois que c'est pas un hasard, parce que j'avais la sensation, en fait, dans les projets que j'écoutais, qu'il y avait une place importante donnée à une exploration, en fait, d'aller au bout d'un processus artistique. Donc voilà, j'ai commencé à écouter Tori Amos, donc ses premiers albums qui sont magnifiques et structurés, presque fantasques, fantaisistes. Boys for Pele, qui a été aussi notre révélation. Fiona Apple, voilà, en fait, des artistes qui déconstruisait un peu la pop aussi. Donc ça restait pop, mais ce qu'on appelle le l'avant-pop maintenant, c'est qu'il y a quand même une recherche, je pense, une personnalité, quoi. Il y a une individualité, je trouve, qui en sort. Et c'était hyper inspirant. Donc, je pense que ça c'est toutes ces femmes qui m'ont quand même forgée. Et donc, dans ma manière de composer, je pense que j'allais toujours un peu... c'est comme si j'arrivais pas à me contenter de quelque chose... La simplicité, c'est beau et ça peut être complexe, la simplicité, mais j'avais besoin toujours d'aller chercher une sorte de complexité, en fait, dans ma manière d'écrire. Je crois toujours, d'ailleurs, même si je vois les choses différemment. Et après, ce qui est difficile, je trouve, quand on est forgé, formé par une école, en fait, de musiciens, de musiciennes, c'est qu'on apprend beaucoup d'eux, c'est comme des mentors, mais après il y a l'exercice en fait de s'en défaire aussi. Donc il y a une construction, une déconstruction qui est hyper intéressante. Pour moi, le piège, c'est de rester un moment justement cantonné, d'être trop dans des codes en fait qui sont pas les nôtres, quoi. Donc comment se réapproprier son propre propos, sa propre matière. Évidemment, on est pétri de plein d'influences, donc ça fait partie du projet, mais aujourd'hui, moi, j'essaye de me détacher de ça. Je sais qu'à un moment, on pouvait dire, j'entendais assez régulièrement, ah, ça me fait penser à Björk et tout ça. Et au début, ça me faisait plaisir parce que je me dis, ok, je suis dans cet endroit-là, quoi. Je suis dans cet univers musical qui me plaît. Maintenant,
On me le dit moins, on me le dit pratiquement plus. Je pense juste comme des influences et comme plein d'autres influences. Et c'est rassurant parce que je me dis, ok, c'est que je tisse mon fil peut-être de ma voix, quoi. Et c'est intéressant d'ailleurs d'interroger ce qu'on fait justement à la lumière des gens qui nous ont influencés et de dire, ok, dans quelle mesure ici je suis vraiment ce que je suis. Björk, c'est une voix aussi. C'est quelqu'un qui a sa personnalité, c'est sa voix. Et donc la voix, c'est quelque chose que j'ai aussi interrogé beaucoup, notamment quand j'en fais mon premier EP. Et j'ai eu besoin d'aller voir ce que c'était que cette matière. Donc là, un peu la malmener, pas juste chanter bien, mais plus l'envisager comme un instrument à part entière, la déconstruire, la couper, la dépitcher. Et, voilà, donc c'était un peu ma réaction, une sorte de réaction. Là, aujourd'hui, je suis plus dans un travail plus traditionnel, je veux dire, avec ma voix. Et je crois que je m'en sers plus comme un messager qui va venir dire un texte. Et le texte, du coup, a son importance là aujourd'hui. Et puis d'autant plus que j'écris en français, dans le prochain album qui vient en 2022. Ici, je chante en français. Ça, c'était aussi une manière, je crois, de prendre de la distance. Pas volontairement, mais tout le travail, c'est comment... lier le fond à la forme. Björk, ça a mis ce petit truc d'excentricité dans ma manière d'aborder la musique, qui est toujours là et que je veux conserver, mais au départ qui était peut-être plus qui se concrétisait dans la forme, formellement, en fait. Je dis pas que c'était gratuit, parce que pour moi c'était aussi hyper intéressant de travailler, d'interroger la matière musicale, mais voilà, il faut que ça ait sens, quoi. Et donc, quelque part, j'essaie de revenir à une sorte ouais, tout en restant minimaliste, à une sorte de simplicité dans ma manière de composer. J'ai l'impression, en fait, que ça se fait naturellement. Et voilà, malgré tout, dans la musique, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste, il faut que ça touche, c'est l'émotion, je crois. Sauf si c'est des musiques très techniques et savantes, mais... Et là, j'ai retrouvé ça dans sa musique, en fait. Et du coup, je réécoute Björk avec plaisir, et je réécoute même d'anciens albums parce qu'elle a cette facilité, en fait, peut-être un peu plus avec le dernier, mais de quand même être une artiste hyper populaire, tout en faisant quelque chose d'excentrique, d'audacieux. Et ça, c'est vraiment sa force, quoi. Je trouve que c'est vraiment une grande force. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau ? On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com/@thismomentpodcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra Alain Deval. Je suis le batteur dans le groupe The Brums. J'ai aussi un projet solo qui s'appelle Bosslen. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval, et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.